l'anatomie, cette science occulte. Le précurseur de l'anatomie et savant le plus reconnu jusqu'à la Renaissance est Galien, qui n'avait jamais touché un cadavre humain et qui s'appuie uniquement sur des recherches effectuées sur des singes et autres animaux, ce qui vous donne une idée de son expertise. Ainsi donc, jusqu'à la Renaissance, on s'appuyait beaucoup sur Galien. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi s'appuyer sur quelqu'un qui avait commis tant d'erreurs qui étaient facilement constatables? Et bien tout simplement parce qu'en Orient comme en Occident, on croyait en l'indissociabilité de l'esprit et du corps. Et aussi parce que la Sainte Église, gardienne du dogme, s'opposait bien évidemment à toute atteinte faite au corps. Mais s'il n'y a pas d'indissociabilité entre le corps et l'esprit, il n'y aura pas d'insurrection. Ainsi donc, en 1300, le pape Boniface VIII, véritable star du bas Moyen-Âge, va condamner les croisés qui avaient fait bouillir les chairs de certains chefs illustres pour pouvoir les ramener plus facilement les corps en Europe. C'est ainsi qu'en 1300, il publie la bulle pontificale De Sepultaris, qui condamne toute forme de dissection en dehors des manœuvres charcutières effectuées sous la surveillance d'un ecclésiastique, c'est-à-dire d'un religieux. Chaud. Pourquoi tant d'obscurantisme? Car derrière l'obstination bestiale de l'Église moyenâgeuse se cache souvent un dogme très important à protéger. Ainsi donc, ce dogme-là est fameusement important, surtout à l'époque. C'est l'indissociabilité du corps et de l'esprit, comme je l'ai dit précédemment. Ainsi, le corps ne peut pas être démembré, abîmé, charcuté, sans remettre en cause le salut de l'âme qui l'habite. Le corps est du registre de l'être et non pas de l'avoir. On ne possède pas un corps. On n'a pas d'individualité en soi. Au Moyen-Âge, on n'est pas considéré comme une personne à part entière. Il y a des groupes, mais sûrement pas une personne individuelle. C'est sous l'impulsion de grands personnages, de notables, de grands scientifiques, que la culture populaire sera combattue, puis vaincue. L'individualité du corps finissant par s'imposer. Ainsi donc, c'est au Quattrocento italien que les dissections reprennent. Ainsi donc, dans les universités de Padoue, Florence ou Venise, la science revient au goût du jour. Les dissections donc reprennent timidement, sous la surveillance d'un ou plusieurs ecclésiastiques qui prient pour l'âme du pauvre homme découpé. Citons tout de même que les dissections sont réalisées depuis 1315 à l'université de Montpellier en France, mais c'était un cas vraiment très isolé. Donc, un des grands relanceurs de cette science est le fameux Leonardo da Vinci, qui disséquera contre l'avis des autorités, souvent en cachette et souvent de façon un peu malhonnête, une trentaine de cadavres. Alors, si ces recherches précèdent celles de Vézal, elles auront eu une portée bien moindre. La faute à plusieurs choses. Premièrement, son héritier, Melzi, qui ne recopia que très peu ses œuvres, handicapant leur diffusion. Deuxièmement, Da Vinci dédaignera les deux grandes inventions de son siècle, à savoir la typographie et l'imprimerie, et donc son œuvre restera très difficilement accessible à des non-initiés. Écrire à l'envers, ça n'aide pas vraiment les lecteurs. Troisièmement, les manuscrits passèrent de main en main à la mort de Melzi, et ce n'est qu'en 1796 que Chamberlain entreprit une impression des œuvres de Da Vinci partielle, et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'entièreté des œuvres de Da Vinci ont été publiées. Vous comprendrez donc que c'était un peu tard pour être un précurseur. Ce sera le savant brabançon André Vézal qui publia en 1543 De Corporis Fabrica, un recueil de 700 pages avec des typographies et des gravures qui relança véritablement l'anatomie. Cette œuvre est d'ailleurs décorée, on pense, par l'atelier du Titien, donc ça vous donne une idée de la qualité des gravures. André Vézal apparaît carrément sur la couverture et dedans il moque très clairement Galien qui est le disséqueur de singes et il fait venir plus progressivement l'idée d'une séparation entre le corps et l'esprit. Le corps méritera désormais toute notre attention et il était bien temps. Que les travaux de Vézal sont un véritable électrochoc scientifique, ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que l'on verra l'apparition sérieuse des premiers spectacles anatomiques. Alors donc, quels étaient ces spectacles anatomiques? En fait, ces spectacles macabres, c'était une dissection qui était réalisée souvent dans une salle surplombée par des gradins et à laquelle assistaient des notables et autres personnes importantes, des étudiants, etc. Ils assistaient à une dissection, littéralement.
Ainsi, on retrouve une trace de dissection dans le Malade imaginaire de Molière. Diafoirus dit à Angélique: je vous convie à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir la dissection d'une femme sur laquelle je dois raisonner. C'est dans l'acte 2, scène 5. Donc on peut voir qu'il y avait des amusements un peu spéciaux à l'époque. L'homme sera bientôt enterré sous le concept du cogito qui l'autorise à être sur l'autel de l'individualisme. Donc bientôt, c'est au 19e, 20e siècle, surtout au 20e siècle, avec les sociétés de consommation, que l'individualisme va s'affirmer et que l'homme sera.